Alain Prost remporte le Grand Prix d'Autriche et se hisse en tête du championnat du monde. Greenpeace, Nouvelle-Calédonie, deux affaires délicates à résoudre cette semaine pour François Mitterrand et pour son gouvernement. Un otage français libéré à Beyrouth, il en reste encore 4 et 8 autres occidentaux. Cinéma, nous avons invité ce soir Jacques Deray qui va représenter la France au Festival de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une journée faste pour Alain Prost. Non seulement le champion automobile français a remporté le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, mais le voici maintenant en tête du championnat du monde des conducteurs, à égalité avec Michele Alboreto. Dieu sait pourtant que la course a été difficile cet après-midi et fertile en rebondissements. Dès le départ, il a fallu tout arrêter et repartir, et même Lauda, qui disputait l'un de ses derniers Grands Prix, a dû abandonner sur incident mécanique. Michel Drey. Le plus rapide aux essais, mais aussi le plus rapide au départ. Alain Prost, qui utilise sa voiture de réserve, est tout de suite en tête devant Rosberg et Lauda. Les McLaren affichent ainsi leurs ambitions, elles qui n'avaient pas obtenu de pole position depuis un an. Premier abandon de ce Grand Prix, Keke Rosberg et sa Williams. Chute de pression d'huile dès le 4e tour. On dit que le Finlandais serait le coéquipier d'Alain Prost la saison prochaine. Un pilote qui revient de loin, c'est Andrea de Cesaris. Sa Ligier a fait quelques tonneaux, mais de Cesaris est indemne. Sur ce très beau circuit de Zeldweg, qui fait l'unanimité parmi les pilotes, Alain Prost conserve le commandement pendant 25 tours. Il s'arrête à son stand pour changer de pneus, alors que Nelson Piquet, lui, quitte définitivement sa Brabham. Ainsi donc, Niki Lauda se retrouve en première position devant son public. Hier, il avait annoncé son intention de gagner sur ce circuit où il débutait il y a 14 ans. Mais Lauda est décidément très malchanceux cette saison et une fois encore, un turbo cassé l'empêche de terminer. Donc, au 39e tour de ce Grand Prix qui en comporte 52, Alain Prost reprend la tête avec une confortable avance sur Senna, Alboreto et Johansson qui termineront dans cet ordre. Par sécurité, Prost ralentit le rythme dans les derniers tours. Il remporte à Zeldweg sa 20e victoire en Grand Prix et rejoint ainsi Alboreto au classement du championnat du monde des conducteurs. Prochain rendez-vous avec la Formule 1 dans une semaine, dimanche, sur le circuit de Zandvoort en Hollande. Et Alboreto, bien sûr, essaiera de prendre sa revanche sur Prost. En athlétisme, la France n'a guère brillé dans la Coupe d'Europe qui se disputait à Moscou. Ce sont les Soviétiques qui ont largement dominé cette compétition. Il y a 12 ans qu'ils n'avaient pas remporté cette épreuve. La concentration avant l'effort, c'est Sergueï Boubka. La barre au saut à la perche est à 6,02 m, record du monde. Boubka échoue de très peu. Il remporte tout de même ce concours en franchissant 5,80 m. Le Français Collet est deuxième. Revoilà l'Italien Cova. Hier le 10 000 mètres, une formalité, aujourd'hui le 5 000. Et avec Cova, c'est toujours le même scénario. Dans une course tactique, il attend le dernier tour ou la dernière ligne droite. Une accélération, un petit salut à la foule en franchissant la ligne. Il gagne devant Vessinhage et Harris. Cette victoire permet ainsi à l'Italie de conserver sa place parmi l'élite européenne. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France, qui dans 2 ans se retrouvera dans le groupe B. La France qui n'aura pas remporté la moindre victoire pendant ces 2 jours. Dans le 3000 mètres steeple, Joseph Mahmoud prend la 3e place, améliorant sa meilleure performance de la saison. Premier Ilg, 2e Maminski, 3e Mahmoud. Dans le 800 mètres, Dupont vient ici arracher une 4e place, derrière l'anglais Makin, le polonais Pietarski et l'allemand Braun. Sur 110 mètres haies, on attendait Karistan au 3e couloir. Il n'a pris que la 3e place, battue par le soviétique Sergueï Oussov à la corde et l'italien Fontecchio. Il y a 12 ans que l'URSS n'avait pas remporté cette Coupe d'Europe d'athlétisme. Elle a cette année réussi un joli doublé en s'imposant chez les hommes et chez les dames. Enfin, encore une médaille de bronze pour la France au championnat du monde de canoë-kayak en Belgique. Bernard Bréjon est arrivé 3e de la course en ligne sur 500 mètres. Rude semaine pour le président de la République et pour son gouvernement, qui vont devoir affronter et résoudre 2 affaires particulièrement délicates. La plus explosive, c'est le dossier Greenpeace. Tout le monde dans la classe politique continue de garder plus ou moins le silence et se garde bien de désigner des coupables ou d'exiger des sanctions. Cela dit, le président de la République a transmis aujourd'hui même une directive à l'armée à propos des expériences nucléaires en Polynésie. Ces essais continueront, dit François Mitterrand, autant qu'il sera jugé nécessaire pour la défense du pays.
pays. Et en outre, l'armée doit interdire, au besoin par la force, toute entrée non autorisée dans les eaux territoriales françaises de ce secteur. Cette phrase, à l'évidence, vise les écologistes de Greenpeace qui ont annoncé leur intention de poursuivre leur campagne autour de l'atoll de Mururoa. Chantal Bretz. Le Greenpeace est parti ce matin d'Amsterdam pour remplacer dans le Pacifique Sud le Rainbow Warrior coulé en juillet. L'organisation écologiste poursuivra sa mission antinucléaire envers et contre tout. C'est ce que déclarait aujourd'hui le président international de Greenpeace, qui affirme par ailleurs dans une interview accordée à l'AFP que des agents du contre-espionnage français lui transmettent régulièrement des informations sur l'attentat. De manière indirecte, s'est-il contenté de préciser « étrange ». Enfin, pour la première fois, David McTaggart révèle implicitement que Greenpeace tient les autorités françaises pour responsables du dynamitage de son bateau. Si le gouvernement français reconnaît ses responsabilités dans l'attentat, cela pourrait éviter beaucoup d'ennuis, a menacé le président de Greenpeace International. À Paris, face à une presse qui va crescendo dans ses mises en cause du ministre de la Défense, l'entourage de Charles Hernu observe la consigne du silence jusqu'à la publication du rapport Tricot. On précise toutefois que le ministre aura de quoi répondre aux attaques quand il sera autorisé à prendre la parole. Le moment approche où le président de la République devra trancher sur le niveau auquel il faut attribuer les responsabilités. Et dans certains milieux de l'opposition étrangement muette jusqu'à ce jour, on commence à craindre que le gouvernement ne profite de l'affaire et des informations qui circulent sur d'éventuelles fuites au sein de la DGSE pour restructurer profondément les services secrets français à quelques mois des législatives. Deuxième dossier délicat pour le gouvernement, un dossier qui sera rouvert dès demain au Sénat, celui de la Nouvelle-Calédonie. De nouveaux recours au Conseil constitutionnel sont annoncés par l'opposition. Fernand Tavares nous rappelle où en est ce débat. Les sénateurs de l'opposition, majoritaires au Palais Bourbon, ont l'intention de proposer au gouvernement au moins 4 amendements. 1. Une révision du découpage régional de la Nouvelle-Calédonie. 2. L'abandon du recours aux ordonnances qui doit permettre au seul exécutif la mise en place de réformes sans l'avis des élus. 3. De toutes nouvelles mesures pour assurer la sécurité pendant le déroulement du scrutin. Enfin, pour la représentation électorale de la région de Nouméa, Dick Ukewe, membre de la commission des lois au Sénat, nous confiait vendredi soir le chiffre cohabitable. S'il faut vraiment rester dans le cadre des décisions, de la décision du Conseil constitutionnel, il se pourrait qu'il y ait 35 à 36. Ça c'est le maximum, mais il n'y a pas un chiffre. Quel est le chiffre intermédiaire? Je crois que là, le Sénat, dans sa sagesse comme toujours, proposera un chiffre dans le cadre peut-être qui approcherait de 26. Après-demain mardi, les députés récupéreront cette première navette. La majorité socialiste devra se prononcer éventuellement sur les modifications que pourrait apporter le gouvernement ou encore proposer elle-même des amendements. Dernière hypothèse, après une seconde navette mardi au Sénat, le projet de loi demeurera purement et simplement en l'état, c'est-à-dire 21 sièges pour Nouméa au lieu de 18, un point c'est tout. Eh bien, ainsi adopté, le texte retournera devant le Conseil constitutionnel car les parlementaires de l'opposition ont déjà fait savoir qu'ils saisiraient à nouveau la haute juridiction. Qui plus est, un second recours est également annoncé. L'opposition conteste en effet la dernière utilisation de l'article 10 de la Constitution par le chef de l'État. Ce nouveau débat prend incontestablement le pas sur le premier, car de son issue dépendra en grande partie le succès ou l'échec d'une éventuelle cohabitation après mars 1986. Un otage français retenu au Liban vient de retrouver la liberté. Alfred Yagodzadeh, photographe à l'agence SIPA, a été libéré discrètement par ses ravisseurs avant-hier soir et il vient d'arriver à Paris. Hélas, il n'a pu donner aucune nouvelle des 12 autres Occidentaux toujours retenus en otage au Liban, parmi lesquels 4 Français. Francine Raymond. Alfred Yagodzadeh sortait de son hôtel à Beyrouth lorsqu'il a été enlevé le 27 juin dernier par des militants chiites. Cet après-midi, dès son arrivée à Paris, sa première visite a été pour ses copains de l'agence SIPA. Amaigri, il a perdu 10 kilos. Alfred Yagodzadeh ne semble pas avoir trop souffert de ses 50 jours de détention. Il est heureux, il est libre. Sur les conditions de sa détention, le photographe n'est pas très bavard. Il est à peu près certain d'avoir été détenu
À Beyrouth, déplacé à plusieurs reprises, il n'a pas été maltraité. Il n'a aucune idée sur les raisons de son enlèvement. Il a simplement été interrogé par ses ravisseurs qui voulaient savoir à qui étaient destinées ces photos, aux Israéliens, aux Français ou aux Américains. Le lendemain de son enlèvement, un responsable de Sipa Press s'est rendu à Beyrouth pour tenter de négocier sa libération. À partir du moment où vous faites des photos, il voulait peut-être justement savoir un petit peu quelle était la destination de ces photos et quelle était l'utilisation de ces photos. Et comme il l'a dit lui-même, bon, c'est un bureau, Sipa Press c'est une agence, et puis ces photos elles n'ont servi à rien faire de mal. Donc il n'y a eu aucune accusation contre lui. Il a été interrogé puis ensuite libéré. Alfred Yagobzadeh est libre aujourd'hui après 50 jours de détention. Il dit n'avoir eu aucune information sur les autres otages occidentaux détenus au Liban. Ils sont 12 à l'heure qu'il est, 4 Français, 7 Américains et 1 Britannique. Pour la première fois depuis le jour de son enlèvement, le 22 mai dernier, le journaliste français Jean-Paul Kaufmann a pu faire parvenir de ces nouvelles à sa femme, ce qui prouve au moins qu'il est en vie, lui et Michel Seurat, chercheur au CNRS. Les deux hommes partagent la même cellule. En revanche, on est toujours sans nouvelles de Marcel Fontaine et Marcel Carton, 2 diplomates français en poste à Beyrouth, enlevés depuis 5 mois. Une jeune fille de 18 ans a été violée à Paris sur un quai du RER. Cela s'est passé mardi dernier, on ne l'a appris qu'aujourd'hui parce que la jeune fille a porté plainte. Et le plus incroyable, c'est que l'agression s'est produite à une heure de très grande affluence à la station Châtelet-Léal, qui est la plus fréquentée de Paris. Les autres voyageurs n'ont rien fait pour lui venir en aide, a-t-elle dit, et les agents de la RATP qui surveillent les couloirs du métro avec un réseau vidéo n'ont rien vu non plus. La police a arrêté aujourd'hui un suspect qui a été écroué. Nous en arrivons à la page cinéma et Henri Chapier reçoit ce soir le metteur en scène Jacques Deray, car son nouveau film, On ne meurt que 2 fois, qui n'est pas encore sorti, va représenter la France au Festival international de Montréal, qui va commencer mercredi prochain. Jacques Deray n'est vraiment pas un abonné des festivals, puisque sa dernière participation remonte à 69 à Rio, où il avait reçu le prix de la mise en scène pour La Piscine. Voyons d'abord un bref extrait de son film. C'est un étonnant face-à-face entre Michel Serrault et Charles Trampling. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu reprendre des affaires qui m'appartiennent et qui Non. n'intéressent... Maintenant, elles intéressent aussi la police. Vous connaissiez bien Charles Berliner? Oui, très bien. Il a été assassiné vendredi dans la nuit. Je le sais, Comment le savez-vous? parce que c'est moi qui l'ai tué. Jacques Deray, bonsoir. J'ai lu aujourd'hui une phrase assez méchante du grand producteur Dino De Laurentiis. Il a dit je vais aller à Venise, mais en touriste, après le festival. Est-ce que vous comprenez, vous, cet humour un peu méprisant à l'égard des festivals? C'est ça, c'est son droit de penser ça. Je pense que les festivals, les rencontres cinématographiques, tout ce qui se passe autour du cinéma est une chose très importante, et pour le public et pour ceux qui font les films. En tout cas, moi, je vais à Montréal, je ne vais pas à Venise, et j'en suis très heureux d'aller présenter un peu mon petit dernier au milieu de la presse et du public, puisque ça sera son premier face-à-face avec les spectateurs. Alors justement, c'est une expérience d'autant plus intéressante, Jacques Deray, que ce genre-là de film, a priori une trame policière, eh bien, les Américains sont experts, et je crois que là, c'est un défi pour vous, c'est assez formidable. C'est un défi d'aller à Montréal avec un film policier. C'est pas tout à fait un film policier, c'est un film qui raconte l'histoire d'un policier. Je crois que c'est ce qui est important, parce que le policier fait un peu partie de la mythologie cinématographique. C'est le personnage classique d'un certain cinéma. Et justement, j'allais vous demander ça à vous, parce que, bon, depuis des années, vous êtes considéré comme un de nos grands classiques. On appelle un grand classique au cinéma un homme qui a fait ses preuves et qui raconte une histoire carrée, enfin, qui ne déçoit pas le public, qui n'entraîne pas sur des fausses pistes. Mais ça m'amène à vous poser une question. Autrefois, mettons au XVIIe siècle, lorsqu'on parlait comme ça de la vie et des gens, eh bien Racine et Corneille, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'inspiraient des rois, des reines d'autrefois, des héros de la mythologie grecque. Et aujourd'hui, tout le monde, tous nos cinéastes, et vous particulièrement, vous regardez toujours du côté du genre policier. Alors, pourquoi ce choix?
D'abord parce que moi ça a été un choix de longue date, puisque j'ai toujours aimé un peu les personnages hors du commun et les personnages que je regarde de loin, donc des personnages de policiers. Mais je crois surtout que si on accepte les policiers nationaux ou les policiers folkloriques, le personnage du policier est un personnage qui se rapproche tout à fait de certains personnages de la tragédie, et c'est donc un personnage un peu universel. Le policier, c'est vrai, permet à un cinéaste de raconter une histoire un petit peu plus musclée, permet d'aller à la découverte d'un certain milieu et de rencontrer des personnages un peu hors du commun, un peu exceptionnels, de raconter une histoire cohérente, mais une histoire tendue, même si ce n'est pas une enquête, parce qu'on ne meurt que 2 fois, ce n'est pas une enquête. Justement, mais à propos de ce moment tendu que vous avez pu nous offrir, parce qu'il ne fallait pas déflorer le film ce soir, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas là un petit clin d'œil Bogart-Bacall? J'ai cru reconnaître quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu une boîte, c'est une suite de boîtes, ce film. C'est-à-dire que ça commence un peu comme un policier. Lui est un policier tout à fait normal, qui enquête sur la mort d'un homme qui est retrouvé assassiné dans un terrain vague. Et au cours de cette enquête, qui est une sorte de routine, il est fasciné par le mort. Et tout d'un coup, il va basculer dans un univers qui est plus proche du privé américain. Alors c'est la rencontre aussi, ce film, tout en étant l'histoire d'un couple, d'un face-à-face, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre Serrault et Rampling. C'est aussi la confrontation et le face-à-face entre le film policier classique, si on veut aller chercher vers Clouseau, Duvivier, et c'est aussi la rencontre avec le polar américain, Lauren Bacall, Bogart. Alors Serrault, Rampling, c'est surtout un... C'est un tandem formidable, mais alors là, je poserai la question bête qu'on se pose dans un festival comme celui-là. Charlotte, elle parle anglais. Alors, est-ce que à Montréal, vous avez une version en anglais de ce film? Parce que c'est un festival français. J'espère qu'il y aura des prix. C'est un festival français. Oui, de toute façon, lorsque l'on va dans un festival comme Montréal, on prépare une version avec des sous-titres anglais. Mais j'espère bien que Serrault, Rampling vont intéresser le jury. J'espère qu'ils vont être reconnus, car Serrault dans ce film fait vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Eh bien, on leur dit à eux, à Michel Serrault, Charlotte Rampling et à vous-même à bientôt, puisque le film va sortir, je crois, en octobre. Je vous remercie. Exact. Surprise dans la course de l'Europe à la voile. Pour la première fois depuis 2 ans, un trimaran vient de remporter une étape, la 3e, qui conduisait les concurrents à Torquay, en Angleterre. Le vainqueur s'appelle Boucher sur Carcadélac. William Garritt. La course au large nous habituait aux victoires des maxi-catamarans. Ceux de 26 mètres de long trustent depuis près de 2 ans toutes les places d'honneur. À ce compte, on pouvait légitimement se demander s'il était possible d'inventer autre chose. Depuis le début de cette course de l'Europe Tag, nous avions remarqué les étonnantes performances du trimaran à foil Kerkadelac 2. Dans ce type de course, en équipage et par étapes, les voiliers sont utilisés au maximum de leur capacité, d'autant plus que ces étapes sont relativement courtes. À ce jeu, il est possible d'opposer au gigantisme la légèreté et la maniabilité. Kerkadelac, vainqueur hier soir avec une confortable avance de la 3e étape à Torquay, ne mesure que 22 mètres pour un poids de 6 tonnes 5. Les maxis dépassent eux souvent les 10 tonnes. Cette différence de poids associée à la détermination de François Boucher ont fait la différence dans le petit temps. Seconde sur son territoire, le Britannique Apricot, skippé par Tony Bullimore. Ce trimaran lui aussi récemment construit ne pèse que 5 tonnes pour 18,28 mètres de long. Leader en Formule 2, il a bien failli devancer tous les concurrents, au plus grand plaisir de nos amis britanniques. L'arrivée du tiercé qui se disputait à Deauville, 7, 11 et 9, il rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 19 533 francs et dans un ordre différent 3 159 francs. Le temps pour demain, encore des nuages sur la moitié nord du pays, plus exactement sur un grand tiers du pays. Ils s'accompagneront de faibles pluies près de la Manche et d'une tendance orageuse en soirée sur les Ardennes, la Champagne et la Lorraine. Ailleurs, toujours du soleil. Les températures ne changeront guère, 22 à 25 au nord de la Loire, 28 à 30 dans le Midi.
Demain soir, vous retrouverez Geneviève Guichenet à 22h25 au cinéma de minuit. Dans un instant, un film français de 1933 que vous n'avez sûrement jamais vu, Dans les rues, de Victor Trivas. Excellente fin de soirée sur la 3, je vous retrouve dans une semaine et avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de ce dimanche. L'un des otages français de Beyrouth vient de rentrer en France, il en reste encore 4 retenus au Liban. Greenpeace, guerre ouverte avec l'armée française qui a reçu de nouvelles consignes de l'Elysée pour protéger Mururoa. Formule 1, Alain Prost en tête du championnat du monde après sa victoire aujourd'hui en Autriche.